Bonjour, bon retour parmi nous au sein du plateau du Forum européen de bioéthique pour cette 11e édition et ce début d'après-midi avec une table ronde qui s'intitule « Faire vivre ou laisser mourir ». Je vais maintenant laisser la parole à Israël Nizan qui va présenter et modérer cette table ronde. Merci Aurélien, et c'est pas un hasard si nous avons mis cette table ronde dès l'entrée du Forum européen de bioéthique, car il nous a semblé que un des enjeux majeurs qui a gouverné les décisions des politiques a été d'éviter ce qu'on a pu voir en Italie, ce qu'on a pu voir en Angleterre, ce qu'on a pu voir aux États-Unis, c'est-à-dire des ambulances à la queue leu-leu devant des hôpitaux et l'incapacité totale pour ceux-ci d'accueillir les gens et pire encore d'avoir à trier les patients qu'on allait soigner, un peu comme si on était dans une médecine de guerre. Alors faire vivre, laisser mourir, c'est une question qui est posée à toute la collectivité. Les choix qui ont été faits ont été de protéger nos seniors, de faire en sorte qu'ils ne meurent pas ou qu'ils meurent moins. Et la société, la politique de notre pays ont choisi de prioriser et de décider qui il faut sauver, ce qui n'est pas dénué d'interrogations éthiques. Pour cette table ronde, on a avec nous Alain Léon, anesthésiste réanimateur au Centre hospitalier universitaire de Reims, Pierre Dimunch, anesthésiste réanimateur au CHU de Strasbourg, Véronique Fournier, ancienne présidente du Comité national des soins palliatifs et de la fin de vie, et Michel Hasselmann, directeur du site d'appui alsacien de l'espace de réflexion éthique Grand Est, professeur honoraire au CHU de Strasbourg, ainsi que Philippe Breton, qui nous accompagne depuis des années. Je donne la parole à Michel Hasselmann. Merci beaucoup Israël, merci à vous de cette invitation. Je vais débuter peut-être cette première partie par des généralités, je dirais, sur faire vivre ou laisser mourir. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que laisser mourir, ça n'est pas donner la mort. On n'imagine pas que ce soit un acte qui va entraîner le décès du patient. Donc, ça n'est absolument pas ça. Quand on dit faire vivre ou laisser mourir, on entend, enfin du moins moi j'entends, qu'il y a derrière une décision médicale. Donc, soit elle est implicite, soit explicite, c'est-à-dire qu'on sait que les décisions vont être prises sur des critères particuliers, scientifiques, va-t-on dire. Un des éléments fondamentaux, c'est que la décision va prendre en compte quelque chose que tout le monde connaît, entendu parler, c'est le calcul ou la détermination du bénéfice-risque pour le patient. Il faut éviter une perte de chance pour les personnes, mais également éviter l'obstination déraisonnable. Ça, c'est vraiment le quotidien des services de réanimation, de la médecine en général, mais je parle en tant qu'ancien réanimateur. Réanimateur, il ne faut pas imaginer non plus que la réanimation fasse des miracles. On ne fait pas de miracles. On a des situations qui s'inversent de façon, on va dire, inattendue, mais bien parce que la maladie est curable, parce que le malade était encore robuste, parce que les équipes n'ont pas fait d'erreur de traitement et que les traitements étaient disponibles. On peut appeler ça un miracle. Moi, je crois que c'est simplement du savoir-faire et puis un peu de réussite et de chance. Alors, en temps ordinaire, comment fait-on quand on n'a pas de limitation de moyens ? On a toujours des limitations de moyens, mais on ne va pas se plaindre dans notre pays. On est quand même assez bien lotis. On n'a pas tellement de limitations de moyens. On va être dans ce qu'on peut appeler le temps de l'équité, c'est-à-dire on va pouvoir attribuer à chacun selon ses besoins, sans impartialité. C'est ce qu'on appelle l'équité, sans impartialité. Et les critères d'allocation à ce moment-là pour les patients, les personnes, eh bien c'est le bénéfice-risque, évidemment avec son accord. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension qui traverse tout ce qu'on peut dire ici, c'est-à-dire la volonté du patient ou de son représentant qui doit être toujours prise en compte. Donc la situation, je ne dis pas qu'elle est rose, mais elle est
classique en réanimation en temps normal. Et puis quand survient un temps comme celui que nous connaissons actuellement, ou que nous risquons de voir encore plus avant dans les temps qui viennent, j'espère que non, mais on va le prévoir, c'est quand il y a une inadéquation entre les moyens dont on dispose et les besoins sur le terrain. Donc on n'est plus à ce moment-là dans le temps de l'équité. On va rentrer dans quelque chose d'autre qu'on peut nommer le temps de la justice distributive. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ceci? Ça veut dire que chacun ne reçoit plus selon ses besoins réels, mais qu'il va s'instaurer une proportionnalité dans l'allocation des moyens pour pouvoir attribuer à chacun, non plus selon ses moyens réels, mais selon une certaine proportionnalité en fonction de, finalement, critères qui sont autres que simplement le bénéfice-risque du patient. Alors ces critères, ils sont variés finalement. Il y a plusieurs positions qui sont éthiquement recevables ou éthiquement discutables. Je vais les lister pour nous permettre de savoir à qui attribuer le moyen rare. Il y a d'abord l'utilitarisme. C'est quelque chose qui est assez en vogue. L'utilitarisme va nous dire que on va essayer de sauver le plus de nombre possible à court terme, en mettant tous les moyens sur ceux qui peuvent être sauvés à court terme. C'est ce qu'ont fait les Italiens, par exemple, c'était publié pendant le premier épisode de vague de Covid, là, au printemps dernier. Bon, c'est une technique qui est assez courante. Et puis, il y a une autre façon, toujours dans l'utilitarisme, qui peut faire bondir, mais c'est l'utilité sociale. L'utilité sociale, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer traiter de façon première les personnes ayant une utilité sociale, c'est-à-dire qu'une fois guéris, ils pourront contribuer à guérir les autres. Alors classiquement, quand on dit ça, on pense aux équipes soignantes, c'est-à-dire avoir une équipe soignante qui serait remise sur le terrain comme on soigne par exemple un soldat pour le renvoyer au front. Ça a été publié, c'est quelque chose de classique, mais le Conseil national d'éthique, dans un rapport du 13 mars 2020, nous dit que quelle que soit la décision qu'il faudra prendre, la dignité d'une personne n'est pas tributaire de son utilité. C'est-à-dire que le CCNE nous rappelle que ça n'est pas l'utilité sociale qui est critère de la dignité d'une personne. La dignité est avant l'utilité d'une personne. Deuxième position, c'est la position égalitariste, c'est-à-dire tout le monde doit être traité de la même façon, recevoir les mêmes soins, en partageant entre tout le monde les soins les moyens dont nous disposons, on va les partager équitablement entre tout le monde. Alors c'est difficile parce que on imagine assez aisément qu'arrivent plusieurs personnes qui ont exactement les mêmes critères pour recevoir les soins. On ne peut pas les donner à tout le monde. Est-ce qu'on faut les partager, les diviser pour en donner un peu à chacun, etc. Et c'est là que certains ont évoqué la possibilité, là aussi c'est quelque chose qui est assez peut-être effrayant quand on l'entend, mais il y a des équipes américaines qui ont proposé de tirer au sort. Le tirage au sort serait quelque chose qui permet d'éviter effectivement la sélection sur une valeur sociale d'individus. C'est publié, ça n'est pas en France du tout mis en application. On peut espérer que ça n'y arrive pas, mais je vous donne les possibilités. Enfin, une possibilité autre pour prendre en charge les personnes, sur le plan toujours théorique, c'est la priorisation, le priorisisme. C'est-à-dire que premier arrivé, premier servi. Alors, ça, c'est le plus facile à mettre en œuvre. Vous avez de la place, la première personne arrive, on la prend, et tant pis pour les autres. Alors c'est peut-être facile, mais éthiquement, c'est la plus irrecevable. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va favoriser un certain groupe de personnes forcément, ceux qui habitent près des hôpitaux, ceux qui ont des hôpitaux à disposition, etc., des moyens de transport, bon, très bien. Et puis ça va défavoriser aussi, à contrario, les personnes qui vont tomber malades, finalement tardivement. Et parmi les personnes qui tombent malades tardivement, pourquoi pas ceux qui avaient bien fait attention aux consignes sanitaires, qui ont pris toutes les précautions et qui malheureusement tombent quand même malades après. Donc cette posture est peu recevable actuellement.
Je voudrais dire aussi, il y a quelque chose que mes confrères et collègues reprendront après, je présume, et rediront, c'est que faisons bien la différence entre traitement et soins. Traitement et soins. On peut limiter des traitements, on peut arrêter des traitements. On n'arrête jamais les soins, c'est-à-dire que les soins de base, les soins courants, je laisserai mes collègues peut-être en parler, mais ceux-là ne sont pas arrêtés. Un autre élément que je voudrais mettre aussi dans la balance, c'est la nécessaire transparence. Quand les décisions, quelles que soient les opinions et les options que nous allons prendre, qui seront prises, elles doivent reposer sur des éléments de communication envers les citoyens de façon claire, loyale et transparente. Et encore une fois, le CCNE, avec son président à l'époque, Jean-François Delfraissy, dit qu'il y a une importance à mobiliser les corps intermédiaires et les relais au plus près des citoyens pour expliquer les mesures prises en compte. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est de là que naît la confiance et peut-être disparaît la défiance que l'on voit apparaître vraiment très couramment. Un autre élément aussi, c'est que, toujours dans la transparence, il y a une nécessité absolue que les médias, la communication par les médias, soit précise. Alors, on peut toujours en discuter, je ne fais pas de critique aux médias, surtout qu'ils sont doublés maintenant par les réseaux sociaux de façon tout à fait extraordinaire. Il faut que les informations soient précises, nettes, claires, appuyées, avec des controverses, et que ce soit clairement évoqué. Alors, dans tout ça, je crois qu'il y a un point aussi pour moi qui est important, c'est que je pense que avant toute crise, pour peut-être la suivante ou les autres, je crois qu'on devrait avoir des débats citoyens en amont de la crise, un peu comme le voile d'ignorance de Rawls. En amont, c'est-à-dire dans la mesure où plusieurs possibilités que je viens de défiler sont là, qui sont toutes acceptables finalement. Il faut en discuter, et puis surtout, ça s'adresse au public. C'est-à-dire que les gens et les personnes, c'est vous, c'est moi, qui allons être pris en charge en fonction de ce qui a été décidé avant. Eh bien, je pense qu'à partir de là, le public doit donner son point de vue avant, doit discuter avant d'avoir que la crise soit là. Il y a une mission d'anticipation, il y a absolument une mission d'anticipation qui elle-même a une valeur éthique. Le fait d'anticiper a une valeur éthique, et je crois qu'il faudrait qu'on puisse le faire par un panel de citoyens à définir, représentant la population générale, quels que soient les âges, les professions, les métiers. Ce serait peut-être là aussi un marqueur puissant de démocratie sanitaire. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas, ou pas beaucoup. Toutes les décisions que nous prenons avec mes collègues pour admettre un malade en médecine, en réanimation, dans n'importe quelle unité, finalement, on s'appuie sur quoi ? Sur des références qui sont d'abord notre métier. On est des vieux routards, donc on a vraiment du recul. Mais quand on prend des références, eh bien, c'est au fond des références, des recommandations faites par des sociétés savantes qui sont elles-mêmes faites par les médecins. Donc je crois qu'il y a là une mission dont il faut débattre, créer des débats avant les crises, pour définir des critères qui seraient des critères acceptés par tout le monde. Et ça, je pense que ça pourrait restaurer un climat de confiance dans ce qui se passe en ce moment. Merci Michel Hasselmann. On sera sûrement appelé à revenir vers cette idée. Je voudrais vous présenter Axel Grossrich, j'ai oublié de présenter tout à l'heure, qui est professeur extraordinaire à l'université de Louvain, qui est président d'un comité d'éthique de la recherche et qui est spécialiste en éthique et économie sociale. Axel Grossrich, je vous donne la parole. Je voulais vous présenter une petite intervention sur le critère d'âge en particulier, l'aspect générationnel dans le cadre de la crise actuelle. On reviendra peut-être sur ce qui a été dit par le Dr Hasselmann, notamment par exemple sur l'idée selon laquelle l'équité impliquerait l'absence d'impartialité. Personnellement, je n'aurais pas tendance à voir les choses de cette manière-là. Ou l'idée selon laquelle la justice distributive différerait de l'équité, ou encore que l'utilitarisme ne serait peut-être pas spécialement très présent dans le cas de la France, mais on pourra y revenir après. Donc ce que je voulais dire d'abord, avant de commencer, c'est que je pense qu'il est bon, et ça a été dit aussi, que la société dans son ensemble ne laisse pas les médecins seuls face à la question ce qu'on appelle le tri, entre guillemets, des patients,
et que le médecin puisse s'appuyer sur un débat démocratique et fondé sur des principes. Je pense que les deux sont importants pour effectuer ces choix qui sont souvent très douloureux. Et je pense aussi qu'il est bon que les choix que nous effectuons ne soient pas guidés que par des aspects médicaux, même si rien qu'en se focalisant sur les aspects médicaux au sens large, y compris la santé mentale, il existe déjà pas mal d'espace pour des accords et des désaccords. Alors, moi, ce qui m'a surpris dans cette crise que nous traversons, c'est que l'aspect générationnel a été fort mis en évidence. Il a été décliné également de plusieurs manières. Et c'est sur lui que je voulais me centrer ici, même s'il est loin d'être le seul qui importe. Je pense qu'une autre dimension importante en termes de justice, notamment distributive, c'est l'accès aux vaccins des pays les plus pauvres. Alors, sur l'aspect générationnel, je voulais mettre en évidence 3 niveaux ou trois éléments. Le premier, c'est que dans le débat sur les priorités en matière d'accès aux unités de soins intensifs, on a vu émerger en Europe et ailleurs des politiques diverses au niveau national. Typiquement, on a vu le critère d'âge être tantôt rejeté, tantôt être mobilisé mais du bout des lèvres, tantôt être assumé de manière explicite. Selon, même quand on regarde rien qu'en Europe, on a cette diversité. Et ceci nous indique déjà une chose, qui est que le critère n'est plus totalement non problématique. N'est plus non problématique comme il l'a peut-être été par le passé. Et je suspecte qu'un élément qui a joué sur ce caractère non problématique, c'est l'effet de contagion de l'inclusion du critère d'âge parmi les critères protégés en matière de discrimination, dans les lois antidiscrimination générales qui ne portent pas que sur les soins de santé. Et je pense en conséquence qu'on a l'impression que l'idée d'une spécificité morale du critère d'âge par rapport à d'autres critères comme l'origine ethnique ou le genre, cette spécificité qui pourrait s'appuyer par exemple sur une idée sur laquelle on pourra peut-être revenir d'égalité sur les vies complètes, mais cette idée est devenue moins audible qu'avant. Et donc je pense que l'idée selon laquelle l'âge devrait être traité différemment de ces autres critères est devenue moins audible elle aussi. Et ce qui me semble tout aussi intéressant à partir du cas de l'âge en matière de soins intensifs, donc la priorité aux personnes plus jeunes, c'est la logique avec laquelle le critère d'âge a été utilisé et défendu. Et alors, je pense qu'il y a 2 logiques très différentes qu'il est important de distinguer. C'est très différent de l'utiliser pour prédire et promouvoir l'efficacité médicale d'une intervention, en disant traiter les jeunes en soins intensifs nous donne plus de chances de succès que traiter les personnes âgées en soins intensifs. Et une autre logique qui consiste à viser une égalisation des longévités, en disant les jeunes ont eu moins de chances de vivre jusqu'ici, et donc la priorité doit leur aller, parce que les personnes plus âgées ont déjà eu une vie plus longue, et donc ont déjà eu la chance de vivre plus longtemps. Et donc accorder la priorité aux jeunes, c'est donner une chance à ceux qui n'ont pas encore pu vivre plus longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les justifications qui sont formulées, c'est plutôt la première logique, celle de l'efficacité médicale, qui n'est pas sans lien avec l'utilitarisme dont on a parlé avant, qui semble dominer, en particulier dans la philosophie des professionnels de la santé. Peut-être parce qu'on croit qu'un accent sur l'efficacité, même si on l'appelle médicale, plutôt que sur l'égalisation des longévités, nous permettrait d'éviter tout jugement de valeur. Alors que je pense que cet accent est le fruit d'un jugement de valeur lui aussi. Peut-être aussi parce qu'on ne voit pas les interventions médicales comme un véhicule approprié pour réduire ou en tout cas ne pas accroître les inégalités entre les personnes, c'est une autre possibilité. Peut-être enfin parce l'on ne voit pas que si dans le cas des pénuries de lits en soins intensifs, une préoccupation pour l'égalité, notamment des longévités, et une préoccupation pour l'égalité, pour l'efficacité médicale d'une intervention convergent, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas la différence, parce que ça converge dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours le cas par ailleurs, ceci dit. Pourtant, je suis convaincu, et ça c'est le point que je voulais mettre en évidence sur ce premier niveau, je suis convaincu que les inégalités de longévité entre personnes sont des inégalités moralement importantes, et je suis aussi convaincu qu'assigner un rôle d'égalisation aux interventions médicales ne serait pas du tout inapproprié. Voilà, ça seraient les 2 éléments que je mettrai en évidence pour conclure ce premier point, et j'en ai 3. Le deuxième point est plus bref. Ce qui m'a également interpellé dans cette crise, c'est l'utilisation du critère d'âge quand on le compare dans le cas de l'accès aux unités de soins intensifs et dans le cas des priorités en matière de vaccins.
Et ce qui est intéressant, c'est la conjonction de deux choses. La première, c'est qu'on a inversé la priorité d'âge. Et la deuxième, c'est qu'on a sans doute gardé la même logique dans les deux cas. Et la conjonction de ces deux choses me semble intéressante. Donc, au niveau de l'inversion, on a inversé la priorité. Dans le cas des soins intensifs, on a plutôt une priorité pour les jeunes. Et dans le cas des vaccins, on a plutôt une priorité pour les plus âgés. En même temps, une logique commune d'efficacité médicale semble permettre jusqu'à un certain point de comprendre ce renversement. Vacciner en priorité les plus âgés réduirait le nombre de morts et maximiserait sans doute aussi le nombre total d'années sauvées. Je pense que cette logique est présente de manière dominante dans le contexte français ou belge ou dans les régions avoisinantes. Et c'est important de voir son lien avec l'utilitarisme, puisque c'est un lien très fort. Même si ce terme est très souvent décrié en France. Mais je pense qu'il est dominant dans la profession médicale. Alors il y a un troisième niveau, et c'est le dernier point que je voulais formuler, auquel le débat a été formulé en termes excessivement générationnels, c'est l'idée selon laquelle les mesures de confinement conduiraient à sacrifier la jeunesse. Alors sur ce point, il y a beaucoup de choses à dire. Je commencerai par une série de points un peu critiques, et puis je terminerai par 2 points plus positifs. Alors, les points critiques, je dirais d'abord que pas mal de personnes invoquant le sacrifice de la jeunesse le font sans doute parce qu'elles s'opposent de manière générale aux mesures en vigueur, et non seulement parce qu'elles se préoccuperaient de leur impact spécifique sur les jeunes. C'est un petit peu analogue pour ceux qui suivent ce débat à ce qui se passe en matière d'euthanasie des adolescents. Une partie des opposants de l'extension de la possibilité d'euthanasie aux adolescents sont des personnes qui le font non pas pour des raisons de principe liées à l'âge, mais qui le font parce qu'elles estiment que dans le régime général de l'euthanasie, on ne dispose pas de garanties suffisantes pour une fin de vie véritablement choisie, malgré toutes les procédures mises en œuvre, et que donc forcément, a fortiori, l'étendre un petit peu plus serait quelque chose de non souhaitable. Un autre point que je voulais souligner, c'est que d'aucuns saisissent probablement l'occasion covidienne pour y voir un ingrédient supplémentaire d'un diagnostic générationnel, celui d'une génération contrainte de se satisfaire des miettes, qu'elles soient climatiques, budgétaires ou autres, laissées par les baby-boomers. Et donc là aussi, c'est intéressant de voir en quoi cet argument fait partie d'un argument plus large ou s'il a une dimension spécifique. Et le troisième élément d'attention par rapport à cette idée de sacrifice de la jeunesse qui, je pense, a une prise énorme dans le débat public, c'est que la notion de sacrifice est parfois entendue en termes de réciprocité, à savoir les bénéfices que les jeunes retirent des mesures, étant donné qu'ils sont très peu vulnérables au niveau médical par rapport au Covid, sont inférieurs aux coûts qu'elles leur imposent en termes de contact réduit avec leur père, etc. Et je pense que donner un poids important à une telle notion de réciprocité dans le débat sur la justice est problématique, dans la mesure où la réciprocité véhicule un certain rejet des transferts nets, et à suivre cette logique, une prise en charge décente d'un tétraplégique, pour prendre un exemple caricatural, pourrait elle aussi être fortement remise en cause, et ce, dans l'hypothèse où la contribution sociale de la personne en question serait jugée inférieure au coût qu'elle engendre pour la société. Et donc je pense que si on invoque l'argument du sacrifice de la jeunesse, je pense que l'invoquer avec un esprit de réciprocité n'est sans doute pas la meilleure stratégie. Alors j'en arrive aux 2 points plus positifs, si on veut. La notion de sacrifice de la jeunesse, elle est intéressante à 2 titres. D'une part, elle suggère que l'impact des mesures anti-Covid n'affecterait pas les classes d'âge de manière uniforme, de la même manière que le Covid lui-même n'affecte pas toutes les classes d'âge de manière uniforme, et qu'il existerait des âges plus charnières que d'autres dans nos vies, et que pour ces âges-là, il y aurait des effets de cicatrisation plus profonds, avec en plus l'idée selon laquelle les personnes à plus grande espérance de vie additionnelle devront vivre plus longtemps avec les conséquences de la crise. Je pense que cette idée vaut tout à fait la peine d'être prise au sérieux, même s'il faut le faire en se dégageant de cette logique de la réciprocité, qui me semble difficile à défendre sur le plan des théories de la justice. L'autre point plus positif que je voulais mettre en évidence sur cette idée de sacrifice de la jeunesse, c'est qu'il y a une oscillation dans cette idée entre 2 intuitions. L'une, elle est centrée sur la classe d'âge. On pourrait dire, on demande aux jeunes de faire l'impasse sur leur jeunesse. Et l'autre, elle est centrée sur les cohortes. On pourrait dire,
ceux qui sont jeunes aujourd'hui auront, en raison du Covid, mais aussi d'autres choses, une vie pire que celle de leurs parents sur leur vie complète. Et je pense à nouveau que dans ce débat sur le sacrifice de la jeunesse, il est nécessaire de déterminer laquelle de ces deux préoccupations nous intéresse, comment elles interagissent entre elles et les conséquences pratiques qu'il faut en tirer pour nos politiques. Alors j'en viens à ma conclusion. Le débat sur les priorités a été formulé explicitement en termes générationnels, de manière plus explicite ici que pour d'autres questions médicales, je pense. Les politiques adoptées révèlent notre manière d'aborder les générations et c'est important de bien distinguer une logique centrée sur l'efficacité, notamment l'efficacité médicale, d'une logique centrée sur l'égalité, notamment l'égalité en termes de longévité. De bien voir aussi pourquoi la priorité d'âge est inversée dans le cas des unités de soins intensifs et de l'accès au vaccin, et aussi de saisir la complexité de l'invocation de l'idée de sacrifice de la jeunesse, lorsqu'on se positionne sur ce point. Avec ce phénomène intriguant aussi, que je trouve intriguant, qui consiste finalement dans le fait qu'on a une mortalité qui est massivement concentrée sur les âgés, et pourtant c'est de sacrifice des jeunes qu'on n'arrête pas de parler. Alors ça nous dit peut-être que c'est une tentative de ce discours générationnel de sortir d'une approche trop exclusivement médicale de la crise et de ses solutions. Et donc, pour terminer, je dirais, ce qui est frappant sur le plan éthique, c'est sans doute 3 difficultés. D'abord, un attachement trop exclusif, en particulier de la profession médicale, à l'idée d'efficacité médicale. Ensuite, notre difficulté à articuler finement dans le débat public, en général, ce n'est pas propre au Covid, nos usages du critère d'âge, qui sont multiples, avec l'idée d'égalité sur les vies complètes. Et enfin, notre difficulté à garder constamment en tête l'importance différence entre 2 notions très différentes de génération, entre, d'une part, des inégalités instantanées entre des classes d'âge, et d'autre part, des inégalités cumulées entre des générations au sens de cohorte de naissance, sur leur vie complète. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Axel Grossery. On va continuer à donner la parole à nos experts et peut-être prioriser ceux qui sont à distance. Véronique Fournier, vous êtes ancienne présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Vous aussi êtes venue fréquemment au forum nous aider à poser la réflexion et à analyser les choses de tous côtés. Véronique, tu as la parole. Merci Israël et bonjour à vous. D'abord, ça me fait plaisir, comme tout, de revenir sur ce forum, même à distance. Merci à vous, Aurélien et toi, de m'avoir ressollicité. Et bravo surtout d'avoir continué cette expérience du forum, même ces temps difficiles d'épidémie. Vous avez organisé ça magnifiquement, comme d'habitude, et malgré toutes les difficultés que l'on connaît pour monter ce genre de choses. Alors, plein de choses ont été dites déjà par mes deux camarades précédents et je vais peut-être du coup raccourcir un petit peu ce que j'avais envie de vous dire, peut-être pour me concentrer sur une analyse un peu plus basique, éthique, au sens où nous, les soignants et les professionnels de santé, on a été entraînés à y réfléchir. Effectivement, j'avais écrit dans Libération, et c'est peut-être probablement ce qui me vaut cette invitation d'aujourd'hui, une tribune il y a quelques mois présentant la position de 2 bioéthiciens américains de plus de 80 ans, disant, bah oui, si jamais il y a une tension sur les lits de réanimation chez nous, eh bien, nous ne nous précipiterons pas pour être hospitalisés en réanimation. Il nous semble, du fait de la justice distributive, qu'il serait logique que nous passions après les jeunes. Et donc j'avais posé ce débat sur la table qui a enflammé immédiatement la collectivité. Et comme vous le voyez, ce n'est pas si simple de répondre. Nous nous sommes déjà croisés à plusieurs reprises avec Axel Grossery sur ces débats. Et beaucoup de gens y participent. Alors, ce que je voudrais dire, c'est 2 ou 3 choses. D'une part, il me semble que l'argument de justice distributive est un argument éthique, il fait partie de l'analyse éthique autant que d'autres
au moins autant que d'autres, dirais-je. Il n'est pas un autre argument. On a tendance trop souvent à mettre dos à dos l'éthique d'une part et les arguments de justice d'autre part. Et cela me paraît extrêmement important à l'occasion de cette crise du Covid de revenir là-dessus. L'éthique, ce n'est pas uniquement un comportement, ce n'est pas uniquement d'être altruiste, humaniste, rempli de passion et de compassion et de sollicitude. Bien sûr que c'est important, mais l'éthique, ce n'est pas uniquement ça. L'éthique, c'est vraiment affronter les questions et les cas de conscience que pose la vie clinique de tous les jours, en tout cas tant qu'il s'agisse d'éthique clinique et médicale. Clarifier les enjeux mobilisés par ces questions, savoir à quel principe et valeur il renvoie, et s'interroger pour savoir quel est le principe qu'on va faire prévaloir en l'occurrence et pourquoi. C'est cette éthique-là aujourd'hui dont il s'agit, c'est ce que nous appelons nous l'éthique clinique, et c'est une méthode, c'est une façon de réfléchir et de travailler. Et nous pensons que l'un de ces piliers de cette méthode de réflexion, c'est la multidisciplinarité, c'est-à-dire de regarder ces différents principes, arguments et contre-arguments à plusieurs, à travers des lunettes différentes de sociologie, de médecine, de politique ou de philosophie. Et l'idée, c'est d'ausculter la question à l'aune de 3 grands principes qui sont tous les 3 embarqués au même titre dans une décision médicale lorsqu'elle est difficile à prendre pour des raisons éthiques. Elle consiste à savoir ce que signifie la décision qu'on s'apprête à prendre vis-à-vis de la personne concernée, ça c'est la première des dimensions, au nom du respect de cette personne singulière. Ensuite, ce que signifie cette décision qui est à prendre pour celui qui va la prendre, alors qu'il la prend pour un autre. En médecine, nous prenons des décisions au quotidien pour d'autres, pour un patient qui est un autre. Et ce n'est pas la même chose de prendre une décision pour soi ou de prendre une décision pour un autre. Et enfin, la 3e dimension, c'est que les décisions que nous prenons au quotidien, elles signifient aussi des choses au plan collectif, au plan du vivre ensemble et au plan justement de cette dimension de la justice collective. Or, très souvent, l'analyse éthique se résume à la confrontation entre la balance bénéfice-risque pour le patient et ce que dit le respect de son autonomie, c'est-à-dire ce à quoi il consent. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que sur ces 2 arguments, il y a assez peu de doute. Si la personne âgée, puisque je vais focaliser mon intervention sur la pertinence justement de ce critère d'âge, comme l'a fait Axel Grossery il y a un instant, si le bénéfice-risque pour cette personne âgée d'une hospitalisation en réanimation quand il a le Covid dans un aspect grave, puisque sinon il ne nécessiterait pas la réanimation, si la balance est péjorative, bien entendu que probablement les réanimateurs vont hésiter à l'accueillir dans un lit chez eux et se dire que peut-être c'est une trop grande agression pour lui pour une très petite chance de bons résultats. Par ailleurs, s'il refuse d'aller en réanimation, s'il ne donne pas son consentement à cette hospitalisation, bien entendu que la question ne va pas se poser non plus. Donc ce dont il s'agit, ce sont de toutes les situations dans lesquelles il n'y a pas de réponse selon ces 2 premiers arguments. Et pourtant, la question persiste, c'est-à-dire en situation de tension sur les lits disponibles, ne pas hospitaliser en réanimation quelqu'un au motif de son âge est-il discriminatoire? C'est-à-dire, est-il injuste vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il lui diminue ses chances? Mais cette question a toujours une question en miroir, qui est l'hospitaliser en réanimation n'est-il pas injuste vis-à-vis de ceux qui, de ce fait, ne pourront pas, eux, accéder à la réanimation? Et de quel côté est le plus grand risque d'injustice? Une fois de plus, ce risque d'injustice est un vrai risque éthique. Il est un risque éthique à part entière, comme celui d'agir contre la personne concernée, contre le respect de son autonomie, ou contre ce qu'on lui doit en matière de moindre malfaisance, si ce n'est en termes de bienfaisance.
Et donc du côté de cet argument de justice, je pense que l'élément d'âge, le critère d'âge, ne peut pas être renvoyé d'un revers de main si facilement que cela. Pour 2 arguments au moins, sur lesquels je ne reviendrai pas beaucoup parce qu'Axel en a beaucoup parlé. L'argument du droit à vivre une vie complète, d'une part. C'est vrai que quelqu'un qui, à 35 ans, a une vie moins complète que quelqu'un qui en a déjà vécu 85, et que d'une certaine façon, le critère d'égalité citoyenne serait qu'on puisse donner aux deux la même opportunité de vivre jusqu'à l'espérance de vie moyenne au moins de la population, c'est-à-dire aujourd'hui aux environs de 80 ans. Mais il me semble qu'il y a un deuxième argument aussi. C'est que si l'on admet que plus on est âgé, plus on a un risque de Covid grave, et donc plus on a un risque d'avoir besoin de réanimation, peut-être avec moins de chances de succès que pour quelqu'un de plus jeune parce qu'on a un organisme plus fatigué, et qu'on a un risque de plus longue durée de séjour en réanimation, alors on voit que cela risque mathématiquement d'empêcher des gens plus jeunes, à risque de mortalité équivalent, d'accéder à des soins intensifs, ayant plus de chances de les sauver. Donc cela pourrait devenir injuste de l'autre côté, si les services de réanimation n'étaient accessibles qu'aux gens âgés. Ça ne veut pas dire que je suis pour discriminer les personnes âgées à l'entrée en réanimation. Je pense simplement que la question mérite d'être posée et, comme le disait M. Hasselmann tout à l'heure, discuter de façon démocratique et citoyenne sur la question de savoir où est la plus grande injustice, de quel côté elle est. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre l'éthique clinique et la santé publique. Oui, la santé publique, elle a tendance à dire comment je peux maximiser mes bénéfices, c'est-à-dire comment je peux sauver le plus de vies et comment, avec les moyens dont je dispose, je peux les utiliser au mieux pour optimiser mes bénéfices et maximiser les bénéfices pour tout le monde, pour le plus de personnes possible. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut s'arrêter de ce point de vue-là à l'accès en réanimation. Par exemple, on peut se dire que s'il y avait plus de personnel dans les EHPAD qui ont été des lieux de forte contamination, avec plus de matériel à usage unique au cours du premier confinement, alors peut-être qu'il y aurait eu moins de contamination et moins de morts du Covid en EHPAD. Et à ce moment-là, il y aurait peut-être eu moins besoin d'hospitaliser les personnes âgées en réanimation. C'est l'argument dont Axel dit que c'est un argument d'efficacité médicale et qui prévaut aujourd'hui pour la vaccination. On dit qu'il faut vacciner d'abord les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que si on vaccine d'abord les personnes âgées, il y en aura moins qui auront des Covid graves et moins qui nécessiteront la réanimation et qu'il y aura moins de contamination dans les lieux collectifs dans lesquels elles habitent et vivent aujourd'hui, à condition bien entendu que cette vaccination soit efficace, y compris contre les nouveaux variants, ce qui est encore une question qui se pose comme vous le savez tous. Le troisième élément que je voudrais mettre sur la table du débat, c'est celui de la fausse réassurance éthique du recours au consentement sur toutes ces affaires. Parce que nous avons beaucoup entendu parler de consentement sur cette crise du Covid et de la nécessité de rétablir la confiance en donnant toute sa place au consentement. Or, il me semble que là aussi, peut-être on se trompe un peu et et ça donne une illusion d'attitude éthique qui me paraît devoir être soulignée. Pas que le consentement ne soit pas une chose importante, bien entendu, mais franchement, je pense que quand une personne âgée particulièrement, mais pas que, quand une personne va mal et que se pose la question d'une hospitalisation en réanimation, parce qu'elle est en détresse respiratoire le plus souvent, eh bien, ce n'est pas le meilleur moment pour elle que de pouvoir donner un consentement de façon libre et éclairée. Si véritablement elle a pensé la situation à l'avance et qu'elle a fait son choix à l'avance, c'est un conte, mais il y en a très peu qui sont dans cette situation-là. Et en dehors d'une expression vraiment franchement négative et répétée, il va être difficile de décider sur la seule foi de ce consentement recueilli dans ces conditions.
On a vu, nous, on a vu ça au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, on a vu que très peu de gens pensaient que leur directive anticipée devait être appliquée à ce moment-là. Ils disaient en général qu'ils avaient écrit des directives anticipées pour le cas où ils seraient au stade terminal d'une affection ayant duré depuis longtemps, mais pas en situation d'urgence liée à une maladie dont on pouvait penser que la réanimation pourrait faire quelque chose. Enfin, on a eu beaucoup recours, on a entendu beaucoup la possibilité d'un recours au consentement substitué par les proches dans ces situations de Covid grave, ou récemment dans la situation de savoir si on devait vacciner les personnes âgées ou pas. Je suis un peu étonnée de ce recours au consentement substitué par les proches, parce que la loi ne dit pas du tout qu'on doit demander le consentement des proches quand la personne concernée n'est plus capable de consentir par elle-même. Et c'est quand même ce qu'on voit de plus en plus souvent sur le terrain se faire, c'est-à-dire que quand la personne n'est pas en état de consentir, eh bien on demande à ses proches de consentir pour elle d'une certaine façon. Il me semble que là, c'est un nouveau type de fonctionnement qui pose question et sur lesquels il faudrait qu'on s'interroge. Je me demande si finalement on ne demande pas le consentement à des moments qui nous arrangent pour peut-être des raisons politiques, mais pas véritablement pour le meilleur intérêt de la personne concernée. Je vous rappelle que dans la loi, quand la personne ne peut pas décider pour elle-même, aujourd'hui la loi dit que c'est le médecin qui décide pour elle. Bien entendu, il doit prendre acte de ce que disent les proches, ils doivent s'en rapprocher, mais théoriquement, c'est à eux que revient la décision. Il me semble que c'est très important de le rappeler, et il me semble que ça l'est d'autant plus dans cette période où, face à une vaccination, on demande aux résidents des EHPAD qui ne peuvent pas consentir pour eux-mêmes, on demande à leurs proches de consentir pour eux. Mais sans se rendre compte qu'ils ne sont pas exactement dans la situation de quelqu'un qui peut dire oui ou non aussi librement que s'il était à domicile. Les EHPAD, ce sont des lieux collectifs dans lesquels la contamination, le risque de contamination est plus grand pour ceux qui y habitent, mais pour ceux qui travaillent avec eux aussi. Et si une personne âgée, du fait de son proche, ne va pas être vaccinée, est-ce que ça ne va pas augmenter les risques pour tous les voisins et pour les soignants? Et que fera-t-on demain de la personne âgée pour laquelle la vaccination aura été refusée et qui nécessitera un transfert en réanimation? Est-ce qu'on ne va pas le lui faire payer? Je pense que tout cela n'est pas débattu aujourd'hui sur le terrain et qu'on n'est pas très au clair sur toutes les questions que pose ce recours au consentement. Je conclurai sur la même proposition que celle de mon collègue M. Hasselmann, la nécessité de discuter de façon plus transparente et plus démocratique de tous ces choix. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est extrêmement complexe, voire très difficile de mener à bien un débat à froid sur ces sujets-là. D'abord parce que déjà à chaud, on a du mal à les penser, mais alors à froid, on n'a qu'une envie, c'est de les oublier. D'autre part, la question qu'on devra soumettre à nos concitoyens, elle est très compliquée. On sait bien que ce n'est pas un âge limite qu'il faut proposer pour éventuellement réguler l'accès à la réanimation. C'est probablement autre chose. Est-ce qu'on pourrait dire on se méfie d'une hospitalisation en réanimation lorsqu'il y a moins de tant de % de chances que le patient en sorte vivant et sans séquelles majeures? C'est difficile. Recourir à une convention citoyenne, on a vu le résultat sur le climat. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les citoyens qui y ont participé sont parfaitement contents de ce qui a été fait de leur travail. Donc, ce n'est pas simple de savoir s'il faut s'engager et pour quelles conséquences politiques cela serait exactement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette crise a mis en évidence ce sujet qui est absolument majeur, qui est comment dépenser au mieux l'argent que nous avons et qui est disponible en matière de santé, sachant que cet argent ne peut pas couvrir tous les besoins de santé et que oui, il y a des choix à faire et des choix qui sont à faire tous les jours et que ceci n'est pas nouveau. L'intérêt de cette crise, c'est peut-être d'avoir rendu plus évident pour tout le monde que ceci n'est pas nouveau et que laisser mourir
ou faire vivre, c'est une question qui se pose tous les jours en médecine et pour lesquelles on fait déjà des choix qui ne sont pas forcément très clairs sur le plan citoyen ou transparents. Par exemple, tout le monde n'accède pas à la greffe d'organes de façon équivalente, ou tout le monde n'accepte pas la dialyse de façon équivalente, ou à l'arrêt de dialyse de façon équivalente. Et donc, cette question, elle traverse notre exercice médical, qu'on le veuille ou non. Ne pas donner tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des EHPAD, c'est un choix de société qui a des conséquences en termes de mortalité et d'inégalité des chances. Aussi, on ne peut pas le nier, il faut le regarder en face. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les politiques font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que la situation du tri ne s'impose ou qu'elle devienne absolument incontournable. Et il me semble que c'est probablement cela qui les guide dans les politiques de confinement notamment et dans les politiques de couvre-feu. La pire des choses, ça serait d'avoir à trier, effectivement. Et la pire des choses, ça serait qu'on puisse leur reprocher des morts qui auraient pu être évitées. Mais peut-être que ceci n'est pas tout à fait suffisant en matière de réflexion éthique de fond et de justice distributive. La question reste complètement ouverte et merci à nos puissances invitantes de l'avoir posée. Un grand merci à toi, Véronique. On reviendra vers toi sur ces questions très stimulantes. Nous avons avec nous le professeur Alain Léon, qui est anesthésiste réanimateur et qui travaille au centre universitaire de Reims, qui a bien l'habitude des débats bioéthiques puisqu'il est le directeur de l'espace de réflexion éthique Grand Est. Alain Léon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à Gabriel et Aurélien pour cette invitation et bravo en tout cas aux organisateurs, aux concepteurs, aux acteurs de cette semaine consacrée à la bioéthique, au décours ou au cours de cette crise Covid-19. Mon propos, je vais essayer de l'inscrire en fait, je dirais sur le terrain clinique. Et je voudrais commencer par rappeler que lorsque la crise a explosé au mois de février et mars 2020, nous n'étions pas préparés, mais en tout cas, elle est apparue brutalement en quelques jours. Les centres d'appel étaient débordés, les ambulances dépassées, les services d'urgence surpeuplés et très rapidement, l'hôpital rempli, les services de réanimation débordés et ont dû augmenter très très rapidement leur capacité. Lorsque la question m'a été posée, faire vivre ou laisser mourir, je l'ai lu peut-être très rapidement et je me souviens l'avoir interprété comme laisser vivre ou faire mourir. Et immédiatement, ce titre m'a rappelé le film Gladiateur, où Commode, d'un geste, pousse vers le haut, fait vivre ou laisse vivre, en fonction de la gravité, bien sûr, de la blessure, ou laisse mourir ou fait mourir. Ça, c'est probablement ce à quoi ont été soumis les médecins des centres régulateurs et pourquoi pas les médecins urgentistes qui cherchaient une place en réanimation. Si on fait référence à ce qu'appelle Libé la rétrodatation de la décision, on peut se laisser à croire que la décision, en réalité, elle est prise en réalité avant que Commode prenne son pouce. Commode apprécie le gladiateur. Le gladiateur est laissé vivant. Il n'apprécie pas le gladiateur. Il va le laisser mourir. C'est une décision qui est prise inconsciemment, mais qui donne lieu à une action pouce en l'air ou pouce en bas. Le médecin urgentiste, depuis fort longtemps,
connaît bien ces situations pour l'avoir régulièrement rencontré, traité régulièrement, notamment lorsque, à la fin, en début de nuit, l'hôpital est plein. Il n'y a plus de lit pour accueillir les patients qui vont se présenter. Et puis, il y a une deuxième situation aussi, c'est ce que deviennent tous ces patients qui franchissent la porte de la réanimation, pour lesquels on attend quelquefois le miracle. L'urgence est en cours, mais comme disent souvent les réanimateurs, pour les miracles, il faut aussi prévoir un délai. Alors, les Italiens, notamment les médecins de Lombardie, très rapidement, devant, je dirais, la catastrophe, on peut dire même humanitaire, débordés par l'afflux de malades, ont proposé des critères d'admission ou de non-admission en réanimation. Le premier critère qui était proposé a été déjà présenté par notre collègue Gossery, c'est l'âge, critère d'âge. Et le deuxième, c'est l'existence ou non d'une bonne espérance de vie. Mais comment peut-on, un soir, brutalement, estimer ces critères d'espérance de vie ? Alors très rapidement, les Italiens, finalement, je ne sais pas si ce sont les Italiens qui ont prononcé le terme tri, mais en tout cas, les médias, en tout cas, autant que je me souvienne, ont utilisé ce terme, repris par quelques-uns de nos collègues. Il faut bien imaginer que le tri, c'est un geste froid qui laisse... qui produit des laissés pour compte. Que deviennent ceux qui ne sont pas, je dirais, dans le bon wagon. Si je fais référence aux paysans chiliens qui trient les avocats destinés à l'Europe, eh bien tout cela commence par une perception. Il palpe le fruit et puis il éprouve une sensation et ceci devient une émotion qui lui fait choisir bon ou pas bon. Il y a le cajot des pas bons et puis il y a ceux qui vont prendre le chemin de l'Europe. Une machine peut faire ça, un algorithme peut faire ce choix. C'est actuellement d'ailleurs ce qui se fait dans l'industrie alimentaire. Alors tout ça en temps normal, ça pose bien entendu pas de problème. C'est une question de temps. Les premiers arrivés sont pris en charge, les plus graves sont pris en charge dans des délais compatibles, je dirais, avec la prise en charge de l'urgence vitale. Les autres attendent. Mais lorsque les services sont débordés, en réalité, c'est l'intérêt collectif qui prime, qui est mis en avant, et on cherche en réalité à sauver le plus de personnes possible. Ce qui fait basculer en fait les patients les plus graves, dont les chances sont les plus faibles, dans la catégorie des patients moribonds. C'est bien une logique en fait de catastrophe, avec bien entendu des enjeux de justice distributive. Alors, si on revient aux critères qui avaient été proposés par la société de soins intensifs italienne, on peut se poser un certain nombre de questions qui ont déjà d'ailleurs été plus ou moins posées. Est-ce qu'il y a finalement un âge au-delà duquel il serait sinon normal de mourir, où on tolérerait finalement que le citoyen soit emporté par la maladie, compte tenu de son âge, compte tenu de ses comorbidités, voire d'autres éléments. On a parlé du rôle social, mais c'est vrai que ces patients qui venaient des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées, quelquefois grabataires, eh bien finalement pouvaient être triés en fonction de ces facteurs, auraient pu être triés en fonction de ces facteurs. Deuxième point, comment demander aux patients de se résigner, comment demander à sa famille de se résigner compte tenu de l'âge ou des facteurs de comorbidité. Comment faire ? Par ailleurs,
il n'y a rien de moins sûr que les algorithmes. Tous les algorithmes qui ont été proposés, ou même ceux qui reposent sur un certain nombre de critères génétiques, marqueurs, etc., sont à l'heure actuelle pris en défaut. Et puis, à quel moment commencer à trier ? J'ai parlé de miracles, mais il y a bien des situations où quelques laissés pour compte, finalement, sont passés au travers de cette crise. Alors, on pourrait faire référence, bien sûr, à Kant, qui a écrit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin et jamais comme un moyen. » En tout cas, la morale kantienne, en fait, d'une certaine façon, elle vise la suppression de la spontanéité de l'action humaine, c'est-à-dire de la spontanéité de commode à mettre le pouce en bas. Et finalement, de laisser mourir. Et il met en avant, bien sûr, la raison, le résultat d'une pensée. Alors, le deuxième point, c'est les patients qui, finalement, sont admis en réanimation, qui vont évoluer, et avec... je dirais l'apparition des techniques depuis bien sûr des décennies, sont les techniques qui ont remplacé en fait ce qu'on peut appeler la mort en tant que processus biologique. La mort naturelle, comme aboutissement du processus de fin de vie, devient dans cette situation beaucoup plus difficile à entrevoir. Et comme l'a écrit Foucault, la mort est multiple et dispersée dans le temps. Le médecin, au lit du malade, entrevoit tout ça. Tout se passe comme si le primat de la science et de la technique ne faisait que rendre encore plus incertaine la réalité du mourir. Et comme si la mort n'était rien d'autre que l'ensemble des critères techniques pour lesquels on décide qu'elle est là. Thomas Vincent. Pour le médecin, je rappelle une citation d'Edgar Morin. En réalité, le plus difficile, c'est de percevoir l'évidence. Et au lit du patient, bien souvent, l'évidence s'impose. Est-ce qu'elle est admise ? C'est autre chose. Je vais citer Jean Ziegler qui écrivait que le débat hospitalier, plus qu'un autre, révèle la détresse du mourant, parce que celui-ci est absent en tant que sujet parlant. Certes, il parle, je dirais, avec son corps, avec ses lésions, avec sa biologie, avec ses images radiologiques notamment, mais en réalité, le patient est bien souvent dans cette situation privé de parole. Et pour sa famille, c'est à peu près la même chose. Et en période de Covid, c'est d'autant plus vrai que les familles sont interdites d'accès au lit du malade. Les visites sont interdites et pourtant encouragées par un certain nombre de nos collègues qui s'expriment. Il est très difficile d'échapper, en tout cas, à cette injonction. En réalité, le pouvoir médical, l'état des hôpitaux, les administrations, les organisations prennent en charge, à l'heure actuelle, tout. La natalité, la périnatalité, la santé, les vaccinations, la liberté. Ce que Foucault appelle le biopouvoir, d'ailleurs. Le pouvoir gère la vie, la santé, mais en réalité, il ne gère pas la mort, et la mort, en fait, elle est laissée aux soignants, aux médecins. Et le service de réanimation, c'est vraiment un espace d'incertitude entre la vie et la mort qui est déterminé par des décisions qui sont prises,
qui sont quelquefois collégiales encore que, mais compte tenu, je dirais, des difficultés que l'on a rencontrées au cours des 3 premiers mois de la pandémie, c'est-à-dire finalement un déficit de compétences spécialisées en réanimation, ces services ont eu la vie dure en fait pour assumer le nombre de patients qui se précipitaient à leur porte. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, lorsque la vie biologique s'en va, morceau par morceau, le médecin a toujours la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de techniques pour non pas pour prolonger, mais on parle soit d'acharnement thérapeutique ou de soins déraisonnables. Lorsque le patient décède, eh bien, on parle d'acharnement thérapeutique. Et puis finalement, lorsque le patient survit, on parle, malgré des soins déraisonnables ou de soins raisonnables, le patient s'est tiré d'affaire. C'est vrai qu'il y a une différence à faire entre acharnement thérapeutique, parce que s'acharner finalement, ça a permis de sauver un certain nombre de malades, et l'acharnement thérapeutique, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque que va prendre le médecin au lit du malade ou l'équipe médicale. Les soins déraisonnables, c'est une toute autre affaire. Quoi qu'il en soit, cette prise de risque, lorsqu'elle, je dirais, tourne mal, lorsqu'elle ne correspond pas à ce qu'on attendait d'elle, eh bien, elle laisse des traces. Et un certain nombre de soignants, ces derniers mois, en tout cas, sont en difficulté pour avoir vécu, je dirais, des prises de risque qui se sont soldées par un échec, des prises de risque répétitives et des échecs répétitifs qui ont laissé, je venais de le dire, beaucoup de traces chez les soignants, mais aussi finalement beaucoup, je dirais, peut-être de perte de sens dans ce qui a été fait et ce qui est à faire. Et c'est la raison pour laquelle les soignants, les médecins mettent en garde aujourd'hui les pouvoirs publics quant à la nécessité d'un reconfinement, parce que non seulement les hôpitaux étaient débordés, mais cela a tellement laissé de traces chez les soignants qu'il faut peut-être y réfléchir. Et je partage tout à fait le point de vue de Michel Hasselmann et de Véronique Fournier en ce qui concerne la nécessité d'un débat public. C'est vrai que les directives anticipées existent, la personne de confiance existe, mais notons malgré tout que c'est un peu plus de 10% de la population qui a écrit ou a fait écrire des directives anticipées. Tout au moins, on a fait écrire des directives anticipées. Les personnes de confiance, c'est la même chose. Donc, c'est extrêmement difficile. Et puis, les directives anticipées, elles avaient complètement occulté la Covid-19. Ça a été souligné à l'instant. En tout cas, lorsqu'il s'agit en fait de prendre en charge ce type de patient, d'un seul coup, ça c'est peut-être pour rappeler en fait les propos de Lévinas, dès qu'il me regarde, j'en suis responsable et sa responsabilité m'incombe. Encore faut-il que j'ai accès au patient et que cette décision, enfin cette responsabilité, ce soit une responsabilité, je dirais, à distance. C'est lorsque on regarde le patient dans ses yeux, en réalité, qu'explose la réalité, que j'entre en responsabilité vis-à-vis de ce patient. Je suis même responsable, comme l'écrivait Lévinas, de sa responsabilité, y compris de sa responsabilité en ce qui concerne des directives anticipées qui ont été écrites plusieurs années auparavant ou prononcées dans sa famille. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas échapper, je dirais, on n'échappera pas en période, je dirais, de refroidissement
à un débat public. C'est extrêmement difficile, bien entendu, dans la situation actuelle où tout est instable, d'aborder cette problématique. Mais quoi qu'il en soit, c'est aux citoyens, c'est à nos concitoyens d'en discuter. Merci Alain Léon. Je donne maintenant la parole au professeur Pierre Dimunch, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Strasbourg et qui a aussi une réflexion éthique très ancienne sur toutes ces questions. Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup Israël. À mon tour de vous remercier pour l'organisation de ce forum qui effectivement est devenu un événement incontournable et pas par hasard. Chacun y trouve, je crois, vraiment matière à réflexion, matière à enrichir sa pratique. Je dois également rendre hommage aux exposés qui ont été faits jusqu'à présent, puisqu'effectivement, on a bénéficié ici d'une vue globale des affaires, d'une vue un petit peu distante, d'une vue à l'échelle, si vous voulez, élevée du problème de cette fameuse Covid-19. En ce qui me concerne, puisque les éléments fondamentaux, justement, à titre, si vous voulez, au niveau de la société ont été bien abordés, j'aurais aimé alors me rapprocher davantage du lit du patient. Et si vous voulez, il y a quelques points sur lesquels on pourrait, si vous voulez, discuter un peu. D'abord, c'est le travail, la notion fondamentale du travail. Ensuite, la notion de collégialité des décisions qui a déjà été abordée, mais le terme collégial, on voit que peut-être ce n'est pas le meilleur et que l'aspect multimodal des prises de décision pourrait être, si vous voulez, une manière différente d'aborder cette question. Et enfin, si vous voulez, le fait que à la fin, finalement, on n'oppose pas faire vivre ou laisser mourir, mais comme le disait Michel Hasselman, on fait vivre et on laisse mourir, puisque à la fin la nature gagne. Qu'on le veuille ou non, on en est là. Une autre manière d'aborder le sujet, si vous voulez, ça a été celle que m'a susurré de façon tout à fait intelligente Sadek Beloussi. Vous le connaissez, c'est notre référent anesthésie et réanimation au niveau national pour les questions d'éthique. Et effectivement, Alain Léon l'a dit à l'instant, ne confondons pas faire vivre ou laisser mourir avec laisser vivre et faire mourir. Il y a cette notion justement de travail qui est là, parce que faire vivre, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas laisser vivre, et je dirais même que le pire serait de se laisser vivre, c'est-à-dire que d'appliquer de façon tout à fait benoîte les connaissances que l'on a acquises. On est très content parce que nous sommes des réanimateurs au long cours, les choses sont bien établies, et si vous voulez, on oublie quelquefois que on peut faire vivre de 1000 manières, chacun à sa place, si vous voulez, mais qu'il y a une chose qui est incontournable, c'est le travail. Et je sais que ça peut paraître tout à fait basique dans une réflexion aussi globale que celle que nous abordons, mais en fait, si vous voulez, le faire vivre, c'est tout sauf des jeux d'aiguilles et de tuyaux. La réanimation, ce n'est pas ça, si vous voulez. C'est un peu ça. Ce sont ces images dont on nous abreuve jusqu'à plus soif, avec quand même une certaine dose d'ultra-crépitarisme de la part des gens qui sont experts depuis la veille au soir, par exemple des professeurs d'histoire très très intéressants, si vous voulez, mais qui viennent nous donner des avis sur les vaccins. Et si vous voulez, ceci entretient, si vous voulez, des notions complètement fausses, entretient des images fausses dans notre société. C'est le fameux effet Dunning-Kruger où les gens croient savoir et ils mettent un certain temps pour se rendre compte qu'en fait, ils nécessitent un peu plus d'humilité dans leur perception des affaires. Mais les gens ne sont pas coupables de ça. C'est nous, c'est de façon médiatique, c'est de façon, si vous voulez, lorsque l'on ne travaille pas assez les messages que l'on propose, c'est nous qui sommes responsables de cet état de fait. Parce qu'il est tellement facile d'éblouir sans informer, il est tellement facile, si vous voulez, d'impressionner les gens avec des écrans où même les couleurs des chiffres qui sont là ne veulent rien dire à personne. On a des colonnes de pouces-seringues, et puis voilà. Donc ça, si vous voulez, ça s'oppose, si vous voulez, à ce travail opiniâtre, à, si vous voulez, le fait de vraiment toujours, à la place de faire autre chose, d'aller voir si nos gestes sont fondés. Vous voyez que c'est beaucoup
loin, c'est beaucoup plus direct vis-à-vis du patient que le fait d'envisager les problèmes sur l'échelle de la santé publique. Je voudrais ici, si vous voulez, saluer par exemple l'effort des médecins qui dans les CHU, chez nous ça a été un professeur de médecine interne, pour ne pas le citer, Emmanuel Andrès, qui tous les jours, jusqu'au mois de septembre-octobre, si vous voulez, nous a fait régulièrement envoyer à tous les soignants, tous les médecins, mais également tous les soignants, en fait, une revue bibliographique. Ça paraît bizarre, ça paraît petit, ça paraît simple, non. Il a fait vivre parce qu'il a permis effectivement de dépister les fausses bonnes idées et il a permis de voir comment est-ce qu'on pouvait effectivement mettre en œuvre les choses qui vraiment ont été passées à l'épreuve justement de ces fameux essais contrôlés randomisés. À un niveau plus général, plus collectif néanmoins, ce travail, si vous voulez, concerne également nos responsables. Et les épisodes affligeants qu'on nous décrit actuellement quant à l'industrie du vaccin en France, si vous voulez, en fait, on peut y voir une forme de défaut dans le faire vivre. Pourquoi est-ce que notre industrie n'a pas réussi ? Finalement, on nous a proposé différents schémas, différentes explications. Pourquoi notre industrie n'a pas réussi à protéger notre population ? Et on peut également rapprocher de ce défaut dans le faire vivre actif, la manière dont on laisse nos hôpitaux, si vous voulez, quelquefois être désertés par des soignants, parce qu'ils sont mieux reconnus dans des pays limitrophes, dans les pays voisins, parce que leur reconnaissance, si vous voulez, est devenue insuffisante. Vous voyez, on est loin des jeux d'aiguilles et de la mise en place de tuyaux. Un autre élément sur lequel donc j'aurais aimé attirer votre attention, c'est effectivement la fameuse collégialité des décisions. Pourquoi pas collégialité ? Pourquoi plutôt aspect multimodal des affaires ? Quand on dit collégial, on est dans le même collège. En fait, on est des gens, on est dans son entre-soi, des gens en fait, des docteurs faits sur le même moule, passés par les mêmes épreuves et, si vous voulez, nourris au même lait des facultés. En fait, il est fondamental, évidemment, d'inclure dans cette réflexion pour toute décision éthique concernant faire vivre et ou laisser mourir, évidemment, au premier chef, le patient et ou sa famille. Donc ce sont les personnes les premières concernées, mais là aussi, soyons extrêmement modestes, et on l'a dit à propos des missions d'anticipation, Michel Hasselmann l'a dit de façon extrêmement pertinente, il faut anticiper, mais il faudrait aussi que nous anticipions dans nos équipes, dans nos formations, dans nos facultés, le fait simplement de discuter avec les patients, de discuter avec les familles, afin de pouvoir prendre effectivement de façon éthique des décisions et non pas de prendre des décisions dans le contexte effectivement émotionnel de l'urgence. Et vous vous souvenez tous des entretiens structurés proposés par Rosenbaum, ces entretiens type Spike, si vous voulez, c'est fondamental. Mais qui le met vraiment en pratique ? Dans quelle faculté fait-on ça ? Évidemment, les psychiatres nous aident un petit peu, enfin pas un petit peu, ils nous aident de façon efficace, mais si vous voulez, ce n'est pas encore assez répandu. Ils nous aident par exemple en faisant des simulations d'annonce de la mauvaise nouvelle. Mais ce n'est qu'un premier pas, et je pense qu'effectivement, dans les missions d'anticipation, celle-ci est importante. Disons également que le patient, son entourage, doivent être impliqués, on dit en général responsabilisés. En fait, ce vocable a quelque chose d'un petit peu judiciaire. Impliqué, responsable, non. C'est les patients, les familles doivent être aidés et écoutés. Et effectivement, il serait absolument affligeant que, dans un réflexe d'autoprotection, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, si vous voulez, on mette sur les épaules des gens que l'on aura informés, autant que possible, on met sur les épaules de ces personnes, en fait, dans une situation de fragilité, tout le poids d'une décision difficile à prendre. On peut rapprocher ça un petit peu en médecine du contexte périopératoire, qui est beaucoup moins dramatique que la réanimation, mais qui illustre parfaitement ça. Vous vous souvenez qu'on peut faire de l'analgésie post-opératoire après une chirurgie très lourde. On propose au patient une patient control d'analgésia, un petit appareil qui, à chaque impulsion, délivre au sujet
une petite dose de morphine. Évidemment, ça a été très bien mis en place dans beaucoup de centres, mais également parfaitement décrié, puisque en fait, c'est pas PCA, Patient Control dans l'analgésia, c'est Politically Correct dans l'analgésia, puisqu'on dit au sujet, en fait, voilà, vous avez en main ce qu'il y a de mieux pour vous, maintenant vous vous débrouillez. Là, c'est pareil, vous êtes informé, et maintenant, vous prenez la décision, c'est votre vie, c'est votre parent. Donc ceci est en fait une démarche une démarche malhonnête si on se considère comme vraiment médecin responsable. Le mot suivant, ce serait incertitude. Il a été évoqué également, ce mot incertitude, mais si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez, le souligner assez. D'abord, incertitude vis-à-vis de notre propre perception de la situation. Et évidemment, on ne peut pas non plus ignorer Sprung et l'étude Ethicus. Vous vous souvenez que selon qu'on a été élevé dans une obédience catholique, protestante, ou bien que l'on soit athée, si on est dans ce panel-là, on réagit différemment vis-à-vis de la persistance des soins ou de la mise en œuvre de la réanimation que si l'on appartient à un groupe constitué de musulmans, de juifs ou d'orthodoxes. Rien que ça, on ne juge pas pourquoi et ni comment, mais simplement il faut noter cela afin de mettre beaucoup de relativité dans la manière dont on prend nos décisions. Et il faut avoir effectivement un abord multimodal. Il faut demander à d'autres si vous voulez, d'autres cultures, peut-être d'autres avis, de nous aider à ne pas faire d'erreurs. Un autre élément, et là, on retourne en Belgique, si vous voulez bien, non pas à Louvain, mais à Liège, c'est Steven Loris qui est vraiment ce sont les travaux vraiment fondamentaux sur la qualité de vie du sujet, qui est effectivement sévèrement handicapé. Et on sait très bien que la qualité de vie du sujet est beaucoup, beaucoup plus mal, si vous voulez, notée de la part de l'entourage que de la part du sujet lui-même. Par ailleurs, Steven Loris a aussi montré que l'on rentre de mieux en mieux en communication avec les gens avec lesquels on pensait ne plus pouvoir le faire. Ceci pourrait s'adresser, par exemple, à des gens qui ont des séquelles cérébrales graves après une anoxie prolongée dans le contexte d'un Covid. Mais en fait, les patients qui ont été étudiés, c'est avant tout des patients qui ont eu d'autres atteintes cérébrales, d'autres étiologies. Ceci simplement pour dire que, si vous voulez, attention, parce que nous ne sommes pas seuls à appréhender les choses d'une manière qui est consensuelle. La définition même de la mort est compliquée. Vous savez tous que notre ami et hôte Israël Nizan est obstétricien. Vous vous souvenez qu'il y a des gens, l'exemple emblématique, c'est celui de cette dame qui était considérée comme dépendante de la réanimation, qui a été maintenue en vie jusqu'à 36 semaines, ou 34 semaines, excusez-moi, époque à laquelle son fœtus, dont elle était porteuse, a été jugé viable. Est-ce que cette personne était vivante? Est-ce qu'elle était morte? La définition même de la mort, si vous voulez, pose effectivement question. Tout ceci pour réenfoncer le clou de la notion d'incertitude qui doit toujours nous limiter dans la manière dont on agit. Enfin, même si le pronostic est incertain, même si vous voulez, on ne peut pas définir de façon définitive si vous voulez, ce que va devenir le patient, il est également une autre chose qui est pas du tout évidente, c'est l'intérêt majeur, l'intérêt ultime, l'intérêt le plus élevé du patient. Et là encore, si vous voulez, il faut s'entourer. On ne peut pas décider seul, et l'abord multimodal des choses est tout à fait fondamental. Alors voyez-vous, ceci est vrai pour l'abord direct d'un cas, j'allais dire au lit du patient, comme on nous apprend à le faire en clinique. Je pense que ça peut s'appliquer de façon assez large également à un périmètre plus large du traitement des crises sanitaires majeures. Je vous remercie. Merci pour vos 5 exposés tout à fait passionnants. Comme le temps vient à manquer un peu, on va passer directement à la partie du débat et des questions des internautes qu'on va essayer de regrouper. Alors, assez loin d'une pratique tout à fait égalitaire, je vais laisser d'abord la parole au professeur Nizan qui avait une question, je crois, et puis ensuite, bien évidemment, on reprendra avec les internautes. Oui, j'ai beaucoup apprécié les petites différences de tonalité entre les orateurs. Et il y a un mot qui est souvent revenu dans la bouche de chacun d'entre vous, qui est
une sorte de multidisciplinarité, comme si on pensait qu'une responsabilité décisionnelle serait mieux assumée si, comme en justice par exemple, devant un jury d'assises, la décision collective était meilleure si c'est celle du peuple que si c'est celle d'un magistrat. Alors, j'ai un peu du mal, et peut-être que ma question s'adresse à Véronique Fournier, mais à chacun d'entre vous, à imaginer ce que peut donner la multidisciplinarité dans le cadre médical et dans le cadre d'une réa. Parce que somme toute, et Pierre Dimunch, tu l'as dit, la collégialité dans une équipe de réanimation avec un patron qui a des internes et qui a un personnel et qui a une équipe hiérarchisée devant lui, qui va oser aller pour un peu qu'ils soient un petit peu autoritaires contre son avis. Donc cette collégialité, on peut la questionner, en tout cas. Et est-ce que et le fait d'inclure le patient et la famille ne me rassure pas, parce que souvent on a la question qui vient et qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Donc une espèce de boucle de retour à la compétence médicale et scientifique. Alors comment est-ce qu'on peut en pratique imaginer une collégialité qui ne soit pas l'équipe, qui peut être hiérarchisée, qui ne soit pas non plus le patient et la famille, parce que bon, quand le patient peut donner son avis, c'est bien, mais souvent on est dans des situations où il ne le peut plus, et où on puisse introduire d'autres avis, par exemple des avis socio-économiques et des avis de citoyens dans des décisions individuelles. Est-ce que vous avez une idée d'un modèle qui puisse s'insérer dans ce mécanisme de décision, parce que ce serait pas mal, du point de vue de la démocratie sanitaire, qu'on puisse imaginer des modèles qui ne soient pas que médecins dépendants. Véronique. Oui, merci Israël de me redonner la parole. C'est, comme tu le sais, effectivement ce que nous avons monté à l'hôpital Cochin depuis 15 ans. Et du reste, nous sommes en train de publier cette méthode dans un petit ouvrage qui paraîtra début mai, donc vous pourrez regarder un peu comment on conçoit cette multidisciplinarité. Je voudrais juste revenir sur le fait que dans ce débat, me semble-t-il, la multidisciplinarité dont nous avons parlé les uns et les autres était plus conçue dans le cadre d'un débat citoyen, non pas sur une décision individuelle, mais pour essayer d'établir des règles collectives, c'est-à-dire pour essayer de réguler l'accès à la réanimation en période de crise. Il me semble que c'est de cela dont on a parlé. Ce n'est pas la même chose que la multidisciplinarité d'une décision médicale qui concerne un individu particulier. Nous, ce que nous avons monté à l'hôpital Cochin, c'est ce deuxième modèle, c'est-à-dire la possibilité pour une équipe de réanimation de nous saisir, c'est-à-dire de saisir une instance tierce, extérieure à elle-même, multidisciplinaire, pour l'aider à réfléchir, ou réfléchir avec elle plutôt. Le fait de ne pas être en charge en direct du patient permet d'avoir une neutralité ou en tout cas de ne pas avoir d'enjeu dans la décision ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est ça la force du tiers. C'est en même temps sa faiblesse parce qu'il est plus loin de la décision, mais c'est en même temps sa force. Et donc effectivement, la multidisciplinarité qu'il y a chez nous n'est pas la même que celle que l'on trouve à l'intérieur d'une réanimation. La multidisciplinarité à l'intérieur d'un service de réanimation, elle est entre les infirmières, les aides-soignantes, les médecins et les autres professions qui sont représentées comme la psychologue ou l'ergothérapeute. Bon voilà, il y a plein de... Et c'est vrai, comme tu le dis, que tous ces gens ne sont pas forcément totalement libres par rapport à leur hiérarchie et par rapport au chef de service quand ils parlent. La multidisciplinarité que nous avons dans le centre d'éthique clinique de Cochin, qui est devenu depuis le centre d'éthique clinique de l'assistance publique, elle est différente. Elle est à moitié soignant et non soignant, et les non soignants sont des philosophes, des sociologues, des juristes, des psychanalystes, des représentants de la société civile, des associatifs, etc., qui, eux, sont parfaitement libres par rapport à l'équipe qui saisit, et aussi par rapport au patient et à sa famille. Et c'est cette liberté, cette neutralité et cette pluridisciplinarité
au sein d'un centre d'éthique clinique qui permet de donner un avis qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas décisionnel, qui est uniquement un éclairage et qui permet d'externaliser un peu et de réfléchir à plusieurs autour d'une décision difficile. Merci. Alain Léon ? Oui, je crois que si on revient à la crise Covid-19, lorsqu'elle explose en février et mars dernier, avec cet afflux de demandes, qu'il s'agisse des centres de régulation ou services d'urgence ou services de réanimation, on multiplie les lits. On multiplie aussi, on fait appel, je dirais, aux aides extérieures, c'est-à-dire des non-spécialistes de la discipline. Et d'un seul coup, je veux dire, la collégialité au cas par cas et en temps réel, en tout cas à l'entrée de l'hôpital, c'est extrêmement difficile, voire même impossible. C'est le praticien qui est là, ou le jeune médecin, effectivement, va décider seul, et en tout cas à 2h du matin, c'est impossible de se préparer, enfin de passer par une collégialité, c'est évident. Maintenant, en ce qui concerne un patient qui est dans un service de réanimation depuis plusieurs jours, dont la discussion tourne autour de la mise en œuvre de soins dits déraisonnables, on peut effectivement pratiquer la collégialité, mais il ne reste pas moins que la décision, c'est un médecin responsable qui la prend, c'est un médecin référent, il ne prend d'avis auprès de ses collègues et il en retient, je ne dis pas ce qu'il veut, mais en tout cas, cela peut aussi aboutir à une non-décision, en fait, mais qui est quand même une décision, en fait. Merci. Alors, une question du public, Myriam sur Internet, qui pose une question qui me semble importante. Selon l'hôpital dans lequel on atterrira, le regard porté sur le patient sera-t-il strictement le même ? Je compléterai juste cette question en disant également, finalement, qui engagera sa responsabilité dans les choix, si à un moment donné, bien évidemment, dans la pratique quotidienne, ce sont des choix qui peuvent être amenés à se faire de manière ponctuelle. Mais si on devait arriver, ce qu'on ne souhaite pas, dans une situation de crise sanitaire encore plus aiguë, à ce moment-là, est-ce que quelqu'un engagera sa responsabilité ? Qui ? À quel étage ? Michel Hasselmann. C'est une question difficile mais importante. Très rapidement, je crois qu'il faut éviter qu'il y ait une uniformisation des décisions. Il ne peut pas avoir quelque chose d'uniforme pour tous les hôpitaux, sinon ça ne serait pas éthique. Alors il y a la technique, il faut que chacun puisse appliquer les méthodes reconnues, pertinentes, etc. Mais après, sur le moment final, le moment crucial de l'admission, finalement c'est l'équipe locale qui doit appliquer presque en son âme et conscience ce qu'elle croit être à ce moment-là juste et éthiquement recevable. Et ils en endossent la responsabilité. Je crois que quel que soit le système, même si par avance on a préparé des règles, je crois qu'un élément fondamental, c'est que l'équipe, le médecin qui prendra la décision reste responsable de sa décision. Sinon, le système s'effondrera. Donc je crois qu'il faut que ça reste local, en bonne pratique, et on peut avoir des systèmes d'évaluation par la suite, ça c'est autre chose. Pierre Dimunch, par rapport à cette inégalité qui, je le rappelle, est un signe d'humanité. On n'est pas puni de la même manière si on vole une pomme à Douai ou à Nice. C'est toujours différent, les prises en charge. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute ? Je pense que la balle est effectivement dans le camp du corps médical, parce que les décisions médicales prises par des gens de la société civile, des gens qui ne sont pas des techniciens spécialistes de ce dont ils parlent, c'est effrayant. Je pense qu'il faut pouvoir, et c'est évidemment un idéal, il faudrait pouvoir recueillir une diversité d'opinions par les personnes qui les émettent, elles peuvent converger, ces opinions, une diversité d'avis, si vous voulez, entre personnes qui savent de quoi ces personnes, elles parlent, pas entre des gens qui ont justement ces impressions de vérité. Je suis désolé de revenir sur le Dunning-Kruger. Je veux dire, il n'y a rien de pire que, justement, les avis non autorisés.
Vous vous souvenez qu'en mars, il y a eu cette enquête extrêmement intéressante où on demandait à des personnes s'ils étaient pour ou contre la chloroquine. Est-ce qu'ils pensaient que c'était bien ou pas la chloroquine? Alors, la partie vraiment dramatique du résultat, c'est que seuls 20% des personnes interrogées disaient « Écoutez, excusez-moi, je ne sais pas ». Et tous les autres avaient un avis. Donc c'est ça qui fait peur. Lorsque on demande un avis collégial, lorsque l'on demande un avis, si vous voulez, à un panel de personnes, il faut que ce panel ne soit pas tiré au sort. Ce ne sont pas des gens auxquels on demande, aussi louables soient-ils dans leur métier, dans leur vie, si vous voulez, aussi respectables soient-ils en tant qu'individus, on ne peut pas demander à un médecin de donner son avis sur comment monter un mur en maçonnerie. Je serais extrêmement, incompétent pour donner un avis là-dessus. Et je crois que la même chose est applicable pour le traitement de du Covid. Encore peut-être une question de Facebook d'Alain. Avez-vous des retours sur l'impact sur la population des choix qui ont dû être faits dans les hôpitaux italiens? Est-ce que quelqu'un... Axel Grossery, peut-être qu'on n'a pas réentendu. Si vous savez si... Non, si je peux me permettre, moi je ne suis pas sociologue ni spécialiste de l'Italie. Par contre, ce que je voulais dire sur ce qui précédait, c'est que je ne vois pas la tension entre l'idée d'uniformité et l'idée d'éthique, et je ne vois pas pourquoi des règles générales ne peuvent pas être adoptées par des spécialistes. Donc si on prend le droit à la santé au sérieux, je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée d'égalité des droits. Et je pense qu'avoir une série de principes généraux, c'est pas malvenu, au contraire. Et d'ailleurs, ils peuvent être adoptés, comme ça a été le cas dans la plupart des directives qui ont été édictées dans le cas de l'accès aux soins intensifs, par des comités de spécialistes. Pour moi, c'était choquant de constater qu'il n'y avait presque que des médecins dans ces comités, mais certainement, il n'y avait pas beaucoup de citoyens dedans. Et donc, venir dire que ces règles générales ont été édictées par des personnes qui n'y connaissent rien, je pense que ce serait abusif. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à insister sur la nécessité, justement, de règles qui ne sont pas uniformes, au sens où on suggérait qu'on traite tout le monde de la même manière, en un sens caricatural, mais certainement des règles générales qui s'appliquent à tous. Le problème, c'est l'écriture de ces règles qui s'appliquent à tous. Et hier, un internaute disait « Je ne comprends pas que l'on puisse proposer un vaccin à une personne âgée qui de toute façon ne ressortira plus de sa chambre. » Alors, ça peut s'entendre cette remarque-là en période de disette de vaccins, mais comment adapter les règles qu'on va suivre à l'extrême complexité et diversité des situations dans lesquelles on se trouve? Mais je pense que c'est important d'en discuter publiquement en se demandant, tiens, finalement, est-ce que le fait qu'une personne ne quitte pas sa chambre est un élément pertinent pour déterminer si elle a le droit à un vaccin? Il y a des gens qui ne quittent pas leur chambre pendant 30 ans, mais qui font plein de choses intéressantes. Donc je pense que voilà, c'est un élément substantiel à mettre dans un débat et en discuter. Finalement, c'est le degré de mobilité de la personne. Jusqu'à quel point est-ce que ce degré de mobilité est pertinent? On est tous coincés dans notre chambre depuis des mois, mais bon voilà, je ne pense pas que c'est un critère particulièrement fort dans le cas d'espèce. Pierre Dimunch. Oui, je pense qu'il faut tout simplement retourner aux travaux fondamentaux, cette fois-ci bien établis et bien publiés, Stephen Loris. Je veux dire, le locked-in syndrome, le patient qui est en locked-in, a une qualité de vie tout à fait superposable à celui qui n'est pas en locked-in. Et sa tendance dépressive n'est pas plus importante que chez les personnes du même âge dans la population qui n'est pas atteinte de locked-in, si tant est que il a la perception, si vous voulez, d'un soutien social. Ceci est très bien décrit dans les articles de Loris. Donc, si vous voulez, limiter, si vous voulez, le droit aux soins à des personnes dont on pense en bonne foi, il ne s'agit pas de faire le procès à cette question ou à la personne qui l'a formulée, mais on pense en toute bonne foi que ces gens-là, leur vie n'est plus marrante, ils ne sont pas heureux. Ça, je crois que c'est vraiment un écueil, disons. C'est un écueil grave, et encore une fois, il y a des travaux bien documentés, multicentriques, internationaux, qui ont montré que la qualité de vie de gens dont on pense qu'elle est mauvaise, en fait, n'est pas si mauvaise que ça. Alain Léon. Je voudrais dire que par rapport à la question précédente concernant l'inégalité d'accès aux soins en fonction de l'hôpital dans lequel
on arrive. Moi, je voudrais dire que la crise est un révélateur des failles de notre système, ça c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que, malgré tout, en quelques mois, la mortalité des patients qui arrivaient en réanimation a été divisée par 2 au niveau national. Et deuxièmement, un vaccin dont on attend les résultats, certes, mais en tout cas, un vaccin nous a été proposé en quelques mois. C'est quand même extraordinaire. Alors, je ne voudrais pas relancer le débat alors que la table ronde est presque finie, mais j'avoue être un tout petit peu mal à l'aise quand même avec la notion justement de prise en charge très spécifique de chaque centre. Alors bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience, qui est un élément très important à prendre en considération, mais j'imagine que pour le public qui écoute ces discours, se dire que pour quelque chose d'aussi important, de savoir avoir accès à de la réanimation ou pas, ça peut différer d'un centre à l'autre, ça doit avoir quelque chose de perturbant. Et pour réagir à ce que disait Israël Nizan, c'est encore bien différent de savoir si effectivement on va être puni de tant et tant d'amendes plutôt que de tant et tant d'amendes en fonction de la ville dans laquelle on est. Non, on est quand même sur des questions qui sont de faire vivre ou de laisser mourir, de vie ou de mort. Et je suis un peu étonné qu'au moins à l'échelle d'un pays, on ne puisse peut-être pas à un moment donné évoquer une ligne consensuelle, bien que la clause de conscience puisse être invoquée. Monsieur Hasselmann. Je pense qu'effectivement, là, Aurélien, vous avez raison. C'est-à-dire que ce que vous dites là, ça nous manque, au fond. C'est-à-dire, est-ce que la société s'est déjà mise autour d'une table à l'avance pour définir précisément les règles, le minimum, la nécessité? Ça, on n'a pas ça. Un juge, tu as évoqué le juge d'assises, quand il va faire prononcer le jugement, le verdict, il s'appuie sur la collectivité des gens qui sont là comme témoins, comme jurés, mais il a aussi le code pénal. Il a quelque chose qui a été rédigé par la collectivité. Qu'est-ce qu'on a, nous, comme code pénal? On n'en a pas. On n'a que les recommandations des sociétés savantes, etc. Moi, je crois qu'il y a un travail absolument important à faire. Et aujourd'hui, il y a le forum qui est là pour commencer, pour le faire. Il y a un travail très important à faire, à froid, de définir quelque chose qui va aider à la décision in situ le jour J et qui reste à la responsabilité des gens sur le terrain, mais qui auront en main autre chose que simplement les recommandations des sociétés savantes. Il y aura les recommandations de la société en général, avec les valeurs de la société. Il nous reste à remercier nos orateurs. Ce débat pourrait se poursuivre encore 2 heures. J'ai 1000 questions, mais on va s'arrêter là et remercier nos 2 orateurs à distance, Véronique Fournier et Axel Gossery, pour leur intervention dans des conditions liées au Covid, mais qui ont quand même permis de s'approcher du sujet malgré tout. Un grand merci à tout le monde et on se retrouve, Aurélien, dans quelques minutes pour parler justement de la bioéthique en temps de crise, le regard européen, pour voir les différences qu'il peut y avoir au sein de pays différents. Merci à vous.